Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine depuis le Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel, édition 2021. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Ateliers d'Art de France, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Suite à la crise sanitaire et à son impact sur le secteur du patrimoine et des métiers d'art, le gouvernement a lancé plusieurs actions. Un plan de relance, des contrats de relance et de transition écologique, CRTE. On fait le point avec nos trois invités sur ces différentes actions. À ma gauche, M. Christian Laporte. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine et président de l'Association des architectes du patrimoine. C'est exact. Bonjour. À vos côtés, M. Christophe de Gruel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la communauté d'agglomération de Blois et vice-président d'Intercommunalité de France. Voilà, c'est exactement cela. Enfin, Monsieur Daniel Pellegrin, vous êtes ébéniste, administrateur d'Ateliers d'Art de France et président de la commission patrimoine. C'est cela, bonjour. Bonjour. Peut-être pour commencer, peut-on faire le point sur comment on accède à la commande publique, notamment pour vous, pour les métiers d'art? Est-ce aisé? Alors, je commence. Oui, alors sur la commande publique, ce qui s'est passé, c'est... en 2015, Ateliers d'Art de France avait réalisé une enquête sur justement les artisans du patrimoine. C'était la première enquête en France qu'on faisait sur ce terrain-là. Et dans cette enquête-là, on a montré qu'il y avait la grosse majorité de nos entreprises, c'était des entreprises unipersonnelles, et qu'au maximum, ça gravitait autour de 5-6 salariés dans l'enquête que nous avions. Donc, on a passé des décennies un peu tendues sur la commande publique. Donc, les professionnels ont dû s'adapter. Et quelque part, donc, ils étaient dans la commande publique, dans la restauration du patrimoine, mais s'est greffé à côté une activité de création. Et cette addition de travail complémentaire, ça s'est avéré un duo gagnant, puisque en étant dans la création et dans la commande publique, on a montré un professionnalisme beaucoup plus important et l'accès à des marchés beaucoup plus concrets. Dans la commande publique, la difficulté, elle concerne la lisibilité et la visibilité des professionnels des métiers d'art. En 2012-2014, il y a eu des lois qui ont permis aux professionnels des métiers d'art d'être recensés dans une nomenclature sur 281 métiers, mais sur 19 champs, 19 secteurs d'activité. Donc, on a creusé des fondations, mais on n'a pas coulé la date, quoi. Et ce qu'il faudrait vraiment pour aider les professionnels des métiers d'art, c'est la création d'un statut unique qui permettrait à nos artisans de trouver place et une meilleure approche sur le terrain économique de la commande publique. Oui, effectivement, ça vous permettrait aussi d'accéder à tous ces marchés du plan de relance. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du plan de relance, peut-être avec vous, Monsieur Laporte? Oui. Quel est l'impact du plan de relance pour le secteur du patrimoine? D'abord, il faut se féliciter que l'État ait fait ce plan de relance, puisque c'est quand même une dotation budgétaire importante. Nous, on l'attendait un petit peu, puisque effectivement, bon, la période post-Covid demandait ce petit coup de fouet, effectivement. Ça montre aussi que l'État a vraiment pris conscience que le patrimoine, d'un point de vue économique, est rentable. Hein. C'est très important de restaurer son patrimoine. Moi, je me félicite aussi aujourd'hui de voir qu'il y a eu beaucoup d'argent mis sur les cathédrales. Je dirais que les cathédrales, c'est un bien commun. Ce sont des chantiers permanents la plupart du temps, et je me réjouis aussi pour mes confrères architectes en chef des monuments historiques qui vont avoir à plancher sur ces chantiers. On a une dotation budgétaire avec une prise de conscience forte de la nécessité de restaurer nos cathédrales. On parle souvent des grandes cathédrales qu'on restaure de manière très régulière, mais on a quelques cathédrales quand même où il y avait vraiment des urgences sanitaires. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Et puis après, je dirais, il y a une répartition qui s'est faite. Alors, les mauvaises langues diront qu'effectivement, il y a une répartition qui ne s'est pas forcément faite je dirais, au profit du patrimoine privé, hein, puisque ce plan de relance a surtout bénéficié évidemment aux édifices publics.
Mais il y a quand même une dotation qui a été faite de 40 millions d'euros, hein, on le sait, répartie sur les différentes DRAC et régions de France, publiques ou privées. Évidemment, nous, d'une certaine manière, on en a eu quelques répercussions, puisqu'on a eu des commandes qui ont pu être lancées grâce à ce plan de relance par des mairies, par des propriétaires privés. J'espère que ça s'est quand même fait par rapport aux urgences sanitaires et aux urgences des dossiers de chaque région. Alors, nous, on n'a pas eu accès, hein, en tant qu'association des architectes du patrimoine, à la manière dont ce plan de relance a été réparti dans les régions. Hein. On sait, les conservations nous ont un petit peu dit, on a un peu eu des crédits, mais on n'a pas eu du tout, nous, là, par contre, une transparence par rapport à ça. Voilà. Mais voilà, on peut se féliciter qu'il y ait eu ce plan de relance. Et aujourd'hui, on en voit quand même un peu le bénéfice, puisque les architectes du patrimoine, qu'on soit architecte en chef ou simple architecte du patrimoine, il y a de la commande et on a du travail. Oui, on est même un peu sous l'eau. Oui, il faut jamais dire qu'on est sous l'eau, parce qu'après, les commanditaires vont aller voir ailleurs. Donc, je crois qu'il faut plutôt dire qu'il y a une pression forte en ce moment, mais je dirais que c'est un effet post-Covid, lié aussi à la mise en place des nouvelles municipalités qui ont fait leur budget, qui veulent engager des chantiers sous leur mandature. Donc il y a un concours, il y a un ensemble de circonstances qui font qu'aujourd'hui il y a une pression, hein, en termes d'appel d'offres assez forte. Nous, il faut qu'on soit présent. On essaye de le faire en termes de maillage du territoire pour être présent le plus possible. Vraisemblablement qu'il y a des disparités au niveau de la région, hein, en termes de répartition, mais des architectes. Mais oui, il y a une charge de travail forte. On s'en réjouit. Il faudrait que ce soit quand même pas une espèce de coup de chaud. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse aussi envisager ce plan de relance dans le temps et que ce soit pas simplement une espèce de fulgurance où on doit répondre là comme ça de manière un peu précipitée. Bien pour le plan de relance. Sachons bien le ventiler dans le temps et le répartir pour qu'on ne mette pas les agences sous l'eau, comme vous le dites. Ouais. Voilà. Il faut vraiment pérenniser ces budgets, finalement. Tout cet argent qui est mis... Oui. Ouais. Oui. Finalement, toute cette commande qui sort, ça montre aussi que le patrimoine, c'est une valeur refuge. Ça devient... Oui. On se rend compte de plus en plus de son importance. Mes partenaires pourront dire la même chose. Je pense que le patrimoine aujourd'hui fait sens. Dans cette époque de mondialisation avec ses pertes de repères, je dirais que le patrimoine, le thème du salon aujourd'hui, c'est patrimoine et territoire. Je pense que le patrimoine, il fait sens parce que c'est un marqueur de société à des époques diverses et qui vieillit très bien dans le temps, un peu comme le bon vin, hein, genre c'est même inusable. Le patrimoine aujourd'hui, c'est une valeur refuge. Les gens ont besoin de cette espèce de mémoire collective, d'un lieu de mémoire collective. Et aujourd'hui, on voit combien, effectivement, les gens sont soucieux de préserver leur patrimoine, que ce soit du patrimoine vernaculaire ou monumental, hein, j'allais dire. Simplement de comprendre et de voir l'émotion qu'a suscité Notre-Dame de Paris quand il y a eu l'incendie, pour voir cette espèce de choc national et d'émotion nationale, immédiatement, qu'on soit croyant ou pas croyant, montre à quel point, effectivement, le patrimoine, on s'en doute pas forcément, mais il véhicule en nous quelque chose il y a une espèce on a toujours une fibre en nous un peu dissimulée et cachée, mais on a toujours en nous une fibre, voilà, où il ne faut pas toucher à certaines choses un peu sacrées. Le patrimoine a quelque chose d'un peu sacré. Pour continuer sur la commande publique, on a donc aussi la mise en place des CRTE, des contrats de relance et de transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Monsieur Desgruelles ? Tout à fait, la commande publique, c'est fondamental pour les métiers d'art, c'est fondamental pour le patrimoine. Les premiers chiffres du premier semestre 2021 sont plutôt bons sur ce qu'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire les communes et leurs intercommunalités. Et mon partenaire de droite évoquait la nécessaire inscription dans la durée. Ce que l'on va peut-être vivre, pour l'instant je suis encore interrogatif, c'est la mise en place à l'échelle des départements, donc avec chaque préfet, de la signature de ces fameux contrats de relance et de transition écologique. C'est des contrats qui sont signés à l'échelle des intercommunalités, par les présidents d'intercommunalités et qui ont vocation à inscrire dans la durée le partenariat entre l'État territorial et ce fameux bloc communal. Donc c'est porteur d'espoir. Il faudra voir si cette première génération de CRTE est suivie d'une deuxième, d'une troisième et d'une quatrième, et si ça devient le mode de relation entre cet État territorial départemental et les communes et les intercommunalités. C'est quelque chose qui peut vraiment structurer la commande publique et qui peut aider les artisans d'art à mieux trouver leur place, parce que
avec des CRTE, j'allais dire, qui s'inscriront dans la durée, on pourra aussi, j'allais dire, favoriser le dialogue. Tout à l'heure, on évoquait la nécessité d'un statut pour les artisans d'art, sans doute, mais il faut aussi qu'il y ait un dialogue en amont. Un dialogue en amont avec les élus qui sont soucieux de ce patrimoine, parce que ce sont effectivement des lieux de mémoire. C'est un facteur d'identité nationale très très fort. Mais il faut aussi que ce dialogue avec les élus ait lieu pour bien faire comprendre la spécificité des compétences des artisans d'art. Et il faut aussi que les services des communes, des intercommunalités, ils intègrent cette spécificité professionnelle pour que dans la rédaction des cahiers des charges, dans la rédaction des appels d'offres, il y ait une part spécifique qui soit faite aux artisans, afin que les élus, quand ils se réunissent en commission d'appel d'offres, ils puissent retenir des offres venant des artisans d'art pour avoir un patrimoine bien entretenu, un patrimoine de qualité et respectueux de cette histoire. Donc voilà, le dialogue entre l'État et le bloc communal a l'air de se mettre en place avec les fameux CRTE, mais il faut évidemment y associer tous les autres partenaires, les artisans d'art, les architectes du patrimoine, pour que cette richesse exceptionnelle de la France eh bien, soit encore un facteur d'attractivité encore plus fort. Moi, je découvre ce salon, je suis stupéfait par la qualité des professionnels présents. Je pense que nous sommes champions du monde du patrimoine bâti, donc il faut continuer à le défendre. Oui, c'est sûr. Et quel pourrait être le calendrier donc, de ces CRTE? Alors, les premiers CRTE sont signés. Moi, à Blois, dans le Loir-et-Cher, j'ai signé il y a 10 jours le premier. Ça va s'enclencher. J'ai pas de doute pour 2021. Allez, un peu de politique. On est à quelques mois de l'élection présidentielle, donc j'ai pas de doute sur l'édition 2021. L'enjeu majeur, c'est 2022, 2023, 2024, pour voir, j'insiste beaucoup là-dessus, comment l'État territorial va travailler. Mais c'est un enjeu qui est compliqué sur le plan administratif, parce qu'il y a une structuration historique plutôt à l'échelle départementale, mais on a aussi évidemment dans le secteur culturel, il faut le souvenir, une organisation du ministère de la Culture qui est plutôt à l'échelle régionale avec les DRAC. Donc il faut qu'il y ait une articulation qui soit bien trouvée entre cette échelle départementale et l'échelle régionale, qui est, j'allais dire, la marque de fabrique du ministère de la Culture. Et ensuite, comment pourrait se faire l'articulation justement entre les métiers d'art, peut-être les architectes? Je crois que ce genre de salon participe à ce dialogue, et il faut que dans les lieux où les architectes du patrimoine, où les artisans d'art, où les intercommunalités se retrouvent, on prenne l'habitude de se rencontrer, on prenne l'habitude de dialoguer pour mieux connaître les spécificités et les problèmes des uns et des autres. C'est vraiment une histoire de dialogue. Oui, parce que je crois qu'on pourrait aussi évoquer le fait de formuler correctement une commande, etc., pour que ça facilite le dialogue entre chacun, et qu'effectivement, si la commande est bien formulée à la base, c'est plus facile d'aboutir à un projet. Oui, tout à fait. Notre syndicat Atelier d'Art de France veut véritablement renouer avec la concertation et la négociation. Alors moi, je me félicite que dans les intercommunalités, il y a un dialogue fort. On le ressent, les artisans d'art. Quand il s'agit des appels d'offres et de la commande publique, l'échelon local de la commune, la collectivité Comcom, il y a des leviers, et nos élus font appel aux artisans d'art. C'est après, quand on monte dans des appels d'offres, où les lots sont très importants, là, on est complètement dans l'angle mort des appels d'offres. Et au niveau régional et national, c'est très compliqué. Donc, ce qu'il faudrait véritablement faire, on est champion du monde du patrimoine, mais il faut préserver ce fleuron-là, dans le sens qu'on ne restera pas champion du monde si on ne s'appuie pas effectivement sur les institutions, les architectes et les artisans qui sont là pour restaurer notre passé. On est porteur de l'histoire des générations passées, mais on est porteur aussi des générations futures. Et dans la transition écologique, il faut dire que les artisans d'art, nos productions ne sont pas délocalisables.
Donc ce n'est pas la peine de penser de réintégrer ce qui est fait à l'étranger. C'est une bonne mesure de réintégrer des productions. Mais nous, ce n'est même pas la peine de penser à cette question-là. Il faut qu'on préserve l'existant, ceux qui travaillent ici, au pays. Il faut faciliter leurs tâches pour qu'ils puissent répondre plus concrètement aux appels d'offres. On est directement, je terminerai, dans l'économie circulaire aussi, puisqu'on a besoin, dans le patrimoine, c'est la plus grande solidarité des métiers d'art que je n'ai jamais vue. Entre les donneurs d'ordre, les architectes, les artisans d'art, sur un chantier, il faut réussir. Donc on ne ménage pas sa peine, on est dans l'effort, mais on est dans la satisfaction. Et je pense qu'aujourd'hui, avec une jeunesse qui désespère et qui est un peu en désillusion avec notre société d'aujourd'hui, montrer qu'est-ce que c'est que les métiers d'art, c'est une fierté de travailler dans le patrimoine. Et moi, je pense qu'il faut qu'on sorte véritablement de l'angle mort des politiques d'État et que véritablement le patrimoine ne soit pas trop industrialisé. Il faut qu'on arrête avec ça. Et s'occuper des métiers d'art, ça ne serait pas du luxe. Alors, je voulais compléter le propos sur la commande publique. On est bien d'accord qu'il faut faire les efforts qu'on vient d'évoquer. Mais il y a aussi tout un petit patrimoine vernaculaire qui appartient aux communes ou à des particuliers qu'il faut entretenir. Et il y a une source de gisement de travaux pour les artisans d'art qui est énorme. Et l'une des caractéristiques qui va permettre, j'allais dire, de mieux identifier ce petit patrimoine, c'est, alors je suis un peu technique, c'est les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les fameux PLUI. Parce qu'aujourd'hui, pour l'élaboration des PLUI, il y a un travail qui vise à répertorier de manière très précise tout le petit patrimoine, un muret, un pont, un puits. Et ce petit patrimoine, il est aussi constitutif de cette identité, il ne faut pas l'oublier. Il y a évidemment les grands chantiers, mais il y a aussi tout ce petit travail, j'allais dire, minutieux, qui peut être fait commune par commune et propriétaire privé par propriétaire privé, mais ça implique, ça impose que le plan local d'urbanisme intercommunal recense tout ce petit patrimoine. Il ne faut surtout pas l'oublier. Et ces plans locaux d'urbanisme intercommunaux sont en phase d'élaboration ? Alors, certains ont déjà été adoptés et j'allais dire, ça y est, le train est lancé. Et moi, je suis frappé au niveau national, et pas simplement dans les territoires où il y a un patrimoine historique dense, de la prise en considération de l'intérêt de ce petit patrimoine. Il y a vraiment quelque chose de très très fort qui se passe. Il y a les difficultés qu'on a évoquées, mais je crois que la prise de conscience, elle est très forte. Tous les élus savent que la question de l'attractivité, donc de la qualité du cadre de vie se pose. Et cette relation avec le petit patrimoine, c'est aussi la prise en considération de la qualité paysagère, c'est aussi la prise en considération de nos jardins, et pas que les jardins d'exception. C'est le cadre de vie de la France, qui est, tout à l'heure j'ai employé l'expression pour dire qu'on était champion du monde, mais on a un cadre de vie exceptionnel. On est la première destination touristique dans le monde. Eh bien, c'est nos grands châteaux, c'est Paris, c'est le Louvre, mais c'est aussi la beauté de nos paysages. Oui, c'est essentiel de penser à intercommunalité pour penser paysage et avoir une réflexion plus globale sur l'ensemble de nos richesses. Oui, moi, je voulais revenir juste un mot sur... vous parliez tout à l'heure effectivement de l'accès de ces métiers d'art à la commande. Il y a quand même une petite contradiction en France, c'est qu'aujourd'hui on a encore des maîtres d'ouvrage qui prônent plutôt effectivement ce qu'on appelle des macro-lots ou des appels d'offres un peu monstrueux, où on est sur des lots où les métiers d'art et les petites entreprises ne peuvent pas se placer. Je dirais que ça pose aujourd'hui un problème. Et pourquoi les maîtres d'ouvrage et les donneurs d'ordre préfèrent passer par ça? Parce qu'ils n'ont pas les structures aujourd'hui au sein de leur municipalité ou même des intercommunalités pour gérer des appels d'offres avec des allotissements monstrueux où il y a beaucoup de lots. Nous, en tant qu'architectes du patrimoine, vous pensez bien qu'on est absolument contre les macro-lots ou les lots uniques, puisque pour nous, ça va au détriment justement de la mise en valeur de ces métiers, de cette excellence des savoir-faire. Et il faut absolument convaincre nos maîtres d'ouvrage et nos décideurs d'ordre et ceux qui nous commandent des projets de rester sur le principe de l'allotissement, où chaque métier, un métallier, un céramiste, un stucceur, ce soit un corps d'état en soi au niveau des appels d'offres. Tant qu'aujourd'hui on n'arrive pas encore à
tout à fait infléchir la position de certains maîtres d'ouvrage. Ils nous voient avec des listes de lots. Ils disent qu'est-ce que c'est que cet appel d'offres avec plein de lots. Il faut absolument qu'on leur fasse comprendre que c'est une promesse d'excellence pour la suite du chantier d'avoir des lots. Alors évidemment, c'est plus pénible à gérer. Et d'abord pour nous, parce que nous, on a à gérer aussi. On pourrait penser qu'évidemment, c'est plus difficile pour nous aussi. Mais nous, en tant que chantier, sur le chantier, on préfère avoir, pour justement aussi ces artisans et ces gens qui travaillent dans le local puissent avoir accès à la commande. Moi, j'ai tout le temps des gens qui me disent « Ah, mais moi, j'ai pas pu répondre à cet appel d'offres. Ils demandaient plein de trucs. J'ai même pas les papiers. » Il faut favoriser ça. Il faut peut-être que ce soit un peu moins une usine à gaz quand on répond aux appels d'offres. Voilà. Ça, et pour compléter, et le 1% culturel aussi. Le 1% culturel, ça devrait être notre boussole. Quand on commande un marché, le 1% culturel doit être là, quoi. Alors, on peut mettre l'artistique et l'utilitaire, hein. On peut lier les deux, hein. On n'est pas dans l'obligation de faire une œuvre d'art systématique. On peut très bien lier véritablement ce 1% à l'utilitaire, mais il faut vraiment qu'on commande à des professionnels des métiers d'art, des territoires où se construisent ces bâtiments et ces chantiers-là. Alors, moi, je veux revenir sur l'allotissement. C'est effectivement fondamental. Si vous avez un lot unique, tous les artisans, et pas simplement les artisans d'art d'ailleurs, ils passent à la trappe. Donc, il faut garder ce bon réflexe d'allotir avec, effectivement, quand on regarde la liste des panneaux de chantier, il y a 14, 15, 16 lots. C'est une nécessité pour avoir un projet travaillé. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. Alors ça, je vais révéler un peu les dessous du fonctionnement des collectivités locales. Quand vous êtes en commission d'appel d'offres, évidemment, tout le travail d'analyse a été réalisé par les services techniques. Il faut aussi qu'il y ait une ingénierie compétente au sein des collectivités. Absolument. Vous l'avez évoqué. Et il faut aussi, troisième élément, et moi je me bats dans mon agglomération sur ce sujet, il faut aussi que quand les services fassent le travail d'analyse, ils ne soient pas trop dans une logique mathématique. Parce qu'en gros, il y a toujours plusieurs critères. Le prix, la prestation technique, les références. Et si les services vous disent, alors voilà, sur le prix, on va mettre 50% pour la note. Pour les références, on va mettre 25%. Et puis pour la prestation technique, 25%. L'élu, quand il arrive en commission d'appel d'offres, on lui remet un tableau, il y a un classement, et il dit quoi ? Oui, comment je peux faire ? Vous m'avez donné un classement, il y en a un qui a 90 points, l'autre qui a 80 points, l'autre qui a 60, donc je suis obligé de prendre celui qui a 80 points. Alors que dans les faits, les offres, si on modifie un peu les pourcentages, si on analyse différemment, on peut rattraper un certain nombre d'offres. Donc il faut faire attention en interne, et là je m'adresse plus aux élus, à ce que l'analyse des services techniques ne soit pas trop verrouillée et que les pourcentages qu'on donne aux différents critères permettent quand même le choix et le débat. Donc, un allotissement, une expertise et des critères pas trop restrictifs. Oui, bien sûr, c'est effectivement plus clair et on comprend la difficulté de faire un choix, en fait. Il faut pouvoir faire un choix éclairé de la meilleure manière possible. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, un sujet que peut-être nous n'aurions pas évoqué ? On ne peut que souhaiter qu'il y ait d'autres plans de relance. Tout à fait. Et parce que le patrimoine français en a besoin. On le voit aussi avec le succès des lotos du patrimoine. On estime que parmi les monuments inscrits, en tout cas labellisés monuments historiques inscrits en France, on pense qu'il y en a encore un bon tiers qui est menacé de péril d'ici la fin de ce siècle. Donc c'est un combat permanent pour maintenir justement en tant que marqueur de nos territoires ces monuments, ces édifices, qu'ils soient monumentaux ou vernaculaires. Ce sont des éléments du paysage, des éléments de mémoire, mémoriels. Et il y a encore, on le voit, la mission Berne est là aussi pour sauver des édifices quasiment en ruine. Donc il faut souhaiter que cette prise de conscience, c'est un peu plus qu'une prise de conscience, mais ces efforts-là se prolongent comme ça, ne soient pas une espèce de coup d'essai et qu'on puisse prolonger effectivement et qu'on ait cette politique forte en faveur du patrimoine aujourd'hui en France. Oui, moi je veux bien aussi ajouter un mot, puisqu'on doit conclure. Je voudrais dire aussi qu'il ne faut pas oublier que, alors la formule est un peu bateau, mais que c'est bien la création d'aujourd'hui qui fait le patrimoine de demain. Donc il ne faut surtout pas oublier également la création contemporaine. Et l'exemple que je cite toujours, puisque à Blois on a la chance d'avoir un château royal, et ce château royal, il résume une grande partie de l'architecture française monumentale. On a une partie médiévale avec la salle des États généraux, on a une
une partie plutôt gothique avec les Louis XII, on a une partie Renaissance avec le fameux escalier de François Ier et la façade des loges, on a une façade grand siècle 17e avec Gaston d'Orléans, on a aussi, et il faut apprendre à découvrir les choses, on a aussi le travail du romantisme avec le travail extraordinaire de l'architecte Félix Duban au 19e siècle, et on a aussi les grandes campagnes de rénovation du 20e siècle quand Jack Lang était maire de Blois. Donc ne jamais oublier ce lien permanent, cette inscription dans la durée du patrimoine. Ça n'est pas à l'encontre de l'architecture contemporaine que j'aime beaucoup par ailleurs. Oui, moi juste dire que Atelier d'Art de France, c'est le plus grand, c'est le syndicat qui regroupe en France le plus d'artisans d'art, et je pense que ça devrait devenir un partenaire incontournable des politiques publiques, aussi bien dans les territoires qu'au niveau national, pour qu'on ait véritablement une concertation sur l'avenir de nos métiers, pour offrir aux générations futures des merveilleux métiers pour la construction de notre patrimoine d'aujourd'hui et de demain. Écoutez, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup pour cet échange et vos conclusions. Je vous dis à bientôt. Au plaisir de nous retrouver sur cette même plateforme pour échanger à nouveau sur des sujets du patrimoine. Merci, à bientôt.